Laurent Oberton, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les grands esprits se rencontrent. Au moment où l'Institut Iliade programme son colloque « Restaurer le politique, identité, souveraineté sacrée », vous sortez votre testament anti-politique, c'est comme ça que je crois que vous l'avez qualifié, qui s'appelle « Game Over ». Alors qu'est-ce que c'est que cette expression ? Alors Game Over, c'est la fin de la partie, hein, comme chacun sait, comme tous les amateurs de jeux vidéo l'ont sûrement connu dans leur enfance au moins. Et le manifeste anti-politique, l'anti-politique c'est une expression de Paul Valéry qui était un petit peu sa manière de fuir l'engrenage en fait du système politique imposé. À savoir, il y a des élections, il y a un calendrier, il y a une actualité, et le média va uniquement, essentiellement parler de la politique, du rôle de l'État, de ce que l'État peut faire, pourrait faire, devrait faire, et prendre finalement en otage le citoyen qui au départ est censé être libre. Et il va être le citoyen complètement happé dans ce jeu politique, et Paul Valéry préconisait l'antipolitique lente, c'est-à-dire une déconnexion par rapport à ça, une simple déconnexion, mais aujourd'hui le problème c'est que l'engrenage a tendance à nous broyer, puisqu'il nous impose quand même un agenda politique très précis, avec une immigration qui n'est pas souhaitée, qui n'a jamais été voulue, et qui pourtant nous est imposée par l'administration, par l'État, par la politique. On pourrait parler aussi d'insécurité, de tout un tas d'autres choses. Donc moi je préconise une antipolitique rapide, c'est-à-dire de rupture directe. Très bien. Et Étienne Chouard disait que le vote était antidémocratique, c'est-à-dire qu'on délègue finalement sa souveraineté à des représentants qui finalement ne nous représentent pas ou même trahissent nos intérêts. Est-ce que la vraie politique ne commence pas le lendemain des élections ? La démocratie, à part nous donner des moments d'enthousiasme et de déprime, ne sert pas à grand-chose, enfin n'existe pas concrètement. C'est-à-dire votre voix vaut 1 sur 48 millions. Donc déjà c'est quasiment insultant, ça nous met sur un pied d'égalité avec des individus qui à mon avis ne méritent pas de l'être, si on a un petit peu d'estime de soi-même. Et ce jeu sert essentiellement, puisqu'il est tenu complètement par les médias de masse, par un système technologique de conditionnement qui est très très efficace, ce jeu est pipé. Donc on y participe pour légitimer ce système, mais c'est un simple moyen que c'est la fameuse expression l'œuf et la poule est le moyen que l'œuf a trouvé pour faire un autre œuf. Là c'est exactement ça, l'élection c'est un moyen en fait de l'État pour refaire encore plus d'État. Donc un jeu de dupes. Aujourd'hui nous sommes dans un contexte presque de guerre civile larvée. Alors c'était d'ailleurs l'objet de notre entretien aujourd'hui. Comment il faut qualifier ce conflit potentiel? Est-ce que c'est une guerre civile qui verrait s'affronter des gens du même peuple, une guerre ethnique du fait de ces poches d'halogènes qui s'installent en France? Comment vous qualifieriez le territoire du moment? Alors moi j'aurais pas employé ni une expression ni l'autre, parce que guerre civile ça implique effectivement qu'un même peuple se bat contre une fraction de lui-même, ce qui est un peu le cas mais pas seulement, et guerre ethnique ça impliquerait qu'il y ait vraiment des distinctions très nettes, un camp contre un autre avec selon les ancestralités des uns et des autres, et c'est pas le cas non plus, parce que si je pense qu'un effondrement global survient, ce sera plus une sorte de guérilla, je préfère ce mot, de tous contre tous, ou plus ou moins tous contre plus ou moins tous, avec des communautés, avec des gangs, avec des facteurs qui ne dépendent pas seulement du fait ethnique. Et même dans le camp autochtone, c'est-à-dire nos ancêtres à nous, les Français natifs, les Français de souche, on les appelle comme on veut, il y aura évidemment des divergences. Je pense que la plupart de vos spectateurs, par exemple, ne seront pas du même côté de la barrière que Yann Barthès. Donc il y a on ne peut pas parler comme ça de guerre ethnique ou de guerre civile. C'est plus compliqué que ça, à mon avis. Il y avait le concept, je ne sais pas s'il vous parle, de léopardisation du territoire, de sorte de petites tâches occupées par des hommes forts, qui peuvent être là un imam, là un homme politique, là l'ouvrier le plus costaud du village. Est-ce que ça vous parle, et quelle place, nous, les autochtones, allons prendre ? En fait, c'est ça, c'est une réorganisation. Une fois que le maître État, qui tient à peu près tout aujourd'hui par son pouvoir de coercition, son monopole théorique de la force, est celui qu'il concède
aux cités dites sensibles, eh bien, évidemment, si ce maître disparaît, s'effondre sur lui-même, ce qui risque fort d'arriver, étant donné la situation économique que nous connaissons, eh bien, le pouvoir sera pris par ceux qui peuvent se l'accaparer. En l'occurrence, les gangs aujourd'hui qui sont les mieux armés, qui sont déjà à peu près organisés territorialement, quasiment autonomes, ils vont s'adapter à la nouvelle donne, et plutôt que de faire du trafic traditionnel, ils vont devenir des petites enclaves comme ça, organisées de survie en quelque sorte. Évidemment, le citoyen seul, ultra dépendant que nous sommes, qui a besoin de son téléphone, a besoin de son chauffage, son électricité, de l'État, des services, tous les services imaginables pour vivre au quotidien, il ne se rend même pas compte à quel point il est dépendant, eh bien il sera complètement livré à lui-même. Et là, s'il n'y a pas de réflexe communautaire très fort, de réorganisation, de reprise en main de notre destin pour pallier à cet état d'extrême dépendance dans lequel nous sommes, eh bien évidemment ce sera très difficile à appréhender comme situation nouvelle. Votre thèse, c'est quand même celui de l'écroulement de l'État. Est-ce qu'on en est si sûr? On a l'habitude de dire que l'État, en France particulièrement, tient quand même sur 3 piliers très solides, qui sont une levée de l'impôt très bien faite avec une classe moyenne matraquée qui paye, qui a peur du percepteur et qui paye, une police extrêmement efficace, non létale, qui ne tue pas les gens, qui ne fait pas de martyrs permettant un soulèvement, et une sécurité sociale, on va dire financée par l'endettement sur les marchés privés de la France, mais qui permet d'amortir tous les chocs. Ces piliers sont grignotés, mais ils tiennent. Oui, c'est vrai que l'État est très solide, et surtout dans l'esprit de nos concitoyens, dans l'esprit du contribuable, c'est-à-dire que il râle parce qu'il paye beaucoup, il râle parce que tous ceux qui le représentent font n'importe quoi, mais n'empêche que dans sa tête, l'État reste la seule alternative, la seule solution. C'est lui qui va tout régler par procuration, tout ce que lui ne peut pas régler, l'État va le faire à sa place. Et cette logique est malheureusement très très dangereuse à mon avis. L'État en plus a cette particularité de pouvoir s'effondrer lentement, c'est déjà un petit peu le cas, il s'est un petit peu effondré en matière de gestion de la sécurité ou de l'immigration, c'est-à-dire qu'il ne remplit plus du tout les missions régaliennes qui lui sont confiées, qui justifient son existence, et pourtant il est toujours là, et il continue à prélever des impôts qui sont complètement délirants. Je parle dans mon livre de mafia, puisque c'est à peu près ça, hein, c'est-à-dire que c'est un impôt qui est de moins en moins consenti, de plus en plus massif. Donc l'État, à mon avis, peut devenir, en s'effondrant petit à petit, une mafia parmi d'autres, un petit peu comme dans les pays d'Amérique du Sud. On ne voit pas très bien la différence entre lui qui prélève les impôts et les autres qui rançonnent la population, c'est à peu près le même système de raquette. Donc si cet État tient comme ça assez longtemps, la situation peut pourrir lentement, mais les données économiques, il me semble, notamment l'endettement extraordinaire de l'État, la crise énergétique qui s'annonce, à laquelle il contribue très largement avec sa fiscalité sur les énergies, avec sa façon d'orienter des dépenses énergétiques, par exemple contre le nucléaire, pour le nucléaire, contre les énergies fossiles sans solution crédible de rechange, contribue à ce qui va se passer. Et là, quand il y a cessation de paiement, quand il n'y a plus d'énergie, parce que l'énergie c'est la base de toute l'économie, eh bien là il n'y a plus rien qui tient. Donc même s'il a une force de coercition relativement efficace, je sais pas, ça doit être 300 000 hommes, 300-400 000 hommes qui sont disponibles, en un point précis pour gérer un désordre précis, mais un soulèvement de grande ampleur en cas de, je sais pas, de pénurie très grave, là il sera complètement dépassé. Alors face à cet État qui s'écroule, on peut, c'est un petit peu la piste que vous évoquez, imaginer des groupes divers et variés qui échappent à cet écroulement et qui reconstituent des communautés solides. Simplement, ces solutions ne sont pas des solutions populaires. Ce n'est pas le peuple ancestral qui retrouve, entre guillemets, la ligne de son destin. C'est plutôt une solution presque individualiste ou libertarienne ou communautariste. Est-ce que c'est pour vous la seule voie possible, ou est-ce qu'il est possible de réconcilier ethnos et polis, c'est-à-dire que le vieux peuple français, le vieux peuple européen retrouve son pouvoir sur la terre de ses ancêtres? Alors, je pense que très largement, s'il retrouve sa place et son sens de la responsabilité, et son indépendance, ce sera sous la contrainte.
parce qu'il est dans une situation de confort qui est prolongée, qui a été fortement alimenté, il y a les médias qui le rassurent, qui lui parlent de l'État tout le temps, et lui il est complètement déconnecté en fait de son rôle réel, justement, de transmetteur de flambeaux, etc. Et donc à mon avis, il est dans l'expectative, il attend, il espère que ça va s'améliorer, il croit que les élections, un messie, un maître, un changement, on ne sait pas quoi, en tout cas pas lui, quelque chose va le sauver. Mais si ça n'arrive pas, je pense pas que majoritairement il va se prendre en main. Il va attendre de ne plus avoir le choix en fait, d'être confronté, de savoir là. Ça va révéler si sa nature est devenue trop domestique ou non. S'il a encore une petite chance de se rétablir, on saura, et comme disait l'autre, Dieu reconnaîtra les siens. C'est un petit peu comme ça que ça risque de se passer. Mais effectivement, il y a aussi des individus qui sont déjà assez éveillés, qui réfléchissent beaucoup à ces sujets-là, qui réfléchissent à l'instauration de communautés autonomes, tout ça. En réalité, c'est un mouvement très marginal, qui est plus folklorique qu'autre chose la plupart du temps, et face à l'État central, le problème c'est que tant que cet État central est là, on sait très bien que dès qu'il y a des velléités indépendantistes d'une partie de son territoire, comme lui, il tire tous ses revenus et toute sa puissance de l'exploitation sans faille de l'intégralité de son territoire, eh bien il ne laissera rien passer. Donc il n'y aura pas de sécession avant l'heure, à mon avis. S'il y a sécession, c'est qu'il y a effondrement. Alors vous êtes avant tout journaliste, et donc depuis des années, vous chroniquez de façon extrêmement efficace et pertinente notre décadence à travers tous les exemples de la violence brutale de la société, à l'affaissement culturel des autochtones. Y a-t-il une forme d'espoir que vous pouvez imaginer, retrouver, c'est-à-dire que comment peut-on retrouver un idéal, une spiritualité qui sont parmi les ressorts sur lesquels il faut tirer pour combattre ce nihilisme ambiant? Je pense que la réponse est en nous, en chacun d'entre nous. À mon avis, il faut cesser de poser les questions, il faut nous-mêmes apporter les réponses. C'est un petit peu la clé, parce qu'on se pose énormément de questions. Que faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui nous arrive? Et ça va être à nous maintenant de mettre les mains dans le cambouis, en quelque sorte. C'est vraiment ce que je préconise, c'est que si la situation est si grave qu'on le dit, on n'en fait pas assez. Moi-même, je me reproche de ne pas en faire assez. J'écris des livres très bien, mais je pourrais faire sûrement plus, en écrire plus, réveiller plus les consciences. Et eh bien, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que je suis moi aussi sûrement pris dans cette frénésie domestique, dans la consommation, dans la vie de monsieur tout le monde, dans les choix de carrière, les obligations, et je suis ce mouvement vertigineux. Donc il faut qu'on se pose tous la question, comment faire, comment mettre une barrière, sortir de là, devenir un petit peu le rocher qui reste dans le courant et qui va agréger peut-être autour de lui, qui va montrer l'exemple, qui va appeler à la réflexion. Moi c'est ce que j'espère à travers mes livres, c'est que certains vont les lire et vont avoir des sortes de révélations et vont eux-mêmes ensuite apporter d'autres pierres de plus en plus importantes, et qu'ainsi on va parvenir à changer, à modifier le cours de notre destin qui semble très mal engagé pour l'instant. Je vais revenir très rapidement sur ce que vous avez évoqué, ces groupes un peu forts qui vont se mettre en place dans le cadre de cette léopardisation du territoire. Vous qui êtes journaliste, qui avez identifié justement ces différents groupes, est-ce qu'il y en a qui sortent du lot, déjà préparés, plus déterminés en fonction de leur ethnie, de leur religion? Est-ce que déjà il y en a qui sortent du lot et qui finalement vont presque remporter la mise dès le début? Alors, il y a déjà les groupes criminels habituels qui sont, effectivement, certains d'entre eux sont très organisés, sont hiérarchiquement assez infaillibles. De toute façon, la hiérarchie, s'il y a un problème, s'il manque une tête, si un chef tombe, il est remplacé. Donc ces groupes-là ont beaucoup d'avance pour s'adapter à un monde comme ça, un monde de chaos, la loi du plus fort. Alors que le citoyen moyen, lui, ça va être beaucoup plus compliqué. Évidemment, il aura quelques coups d'avance s'il est dans une campagne, s'il connaît bien ses voisins, s'il a des armes à la maison, etc. Après, c'est tout un tas de facteurs comme ça.
Le problème de l'autochtone conscient en général, c'est que souvent, s'il s'intéresse à ce genre de mouvement un petit peu autonomiste, un petit peu survivaliste, eh bien, il va très rapidement être entouré d'individus qui ne sont pas tout à fait clairs d'un point de vue psychiatrique, parce qu'il faut le reconnaître, ce genre de mouvements comme ça, un petit peu en rupture, marginaux, vont attirer des personnes en rupture et marginales. Et alors, il y a des gens très intéressants qui s'intéressent à ça, mais pas que. Donc ça devient très vite un problème, puisque ces individus qui sont pas toujours très futés et qui n'ont pas une réflexion souvent très élaborée vont porter un solide préjudice à ces courants de pensée, qui sont pourtant légitimes et intéressants, mais par leurs seuls actes, par le fait de, je sais pas, de commettre des actes aberrants, de défendre des théories complètement idiotes, ils vont décrédibiliser en fait leur cause en quelque sorte. Donc pour l'instant, je vois pas vraiment émerger, je vois des individus, je vois des pensées qui s'éveillent, mais je vois pas d'organisation concrète. Moi, je pense que un des critères très importants de la reconquête, on parle beaucoup de ce mot en ce moment, commence par les esprits, c'est-à-dire qu'il faut d'abord initier dans les esprits la sécession, sinon elle n'aura jamais lieu, on n'aura jamais un mouvement spontané de retournement de la situation. Donc il faut travailler à ça, c'est pour ça qu'avec par exemple la Furia, le magazine, nous inondons les kiosques et nous inondons les librairies avec les livres des éditions Magnus, parce que c'est vraiment un combat déjà au niveau de l'âme, et je pense que l'Institut Iliade fait ça aussi évidemment. Et sans ça, sans cette amorce, on n'aura rien. Il ne faut pas rêver, il y aura pas de miracle en fait. La personnalité qui peut incarner comme ça un changement, le chef, le leader, tout ça, va se reposer sur un appel, sur une attente, une dynamique en fait. Oui, vous êtes dans la logique de la métapolitique, de la bataille des idées, de la bataille culturelle. Il faut d'abord changer le vocabulaire, les symboles, les tabous pour Exactement. Espérer un basculement. Deux vagues très importantes que sont la pandémie et la coronafolie et finalement tous les phénomènes d'autodomestication qui ont eu lieu en France et de mise au pas de la population, mais aussi le retour du tragique et de la réalité de ce qu'est la défense des intérêts avec la guerre Ukraine-Russie. Est-ce que ces deux phénomènes, selon vous, ont une réelle influence sur cette lame de fond que vous chroniquez depuis maintenant 15 ou 20 ans ou est-ce que finalement c'est juste du bonus, si j'ose dire? Ces événements jouent à plein pour la domestication des esprits. On a vu avec le matraquage de l'actualité, le Covid d'une part et la crise en Ukraine qui renforce le président en poste. J'avais écrit ça dans la France Big Brother, je crois, que dès lors qu'il y a un événement, un loup qui apparaît aux abords du pré, le mouton a tendance à se calfeutrer derrière le berger, même si le berger est très mauvais, c'est comme ça. François Hollande prenait des points de popularité à chaque attentat, et là on a la même chose avec Macron, même si Macron fait n'importe quoi avec la crise en Ukraine et dit n'importe quoi et ses ministres aussi, peu importe, il y a un réflexe de légitimité, c'est lui le maître, on doit se mettre derrière lui. Donc ça montre que vraiment il y a un état d'esprit dans l'opinion, la peur est encore très puissante, la manipulation, l'emprise médiatique est encore très forte. Donc nous, à côté de ça, on a une force d'expression qui est marginale, il faut vraiment en avoir conscience. C'est pas parce qu'on fréquente des individus qui semblent partager une vision du monde cohérente, qu'on parle avec ceux qui sont éveillés, que nous sommes si nombreux et que nous faisons le poids face à la machine. On parle souvent de CNews. Je le dis toujours, CNews, c'est une chaîne sur 207 chaînes autorisées, c'est rien déjà. Et pourtant, quand on écoute les commentateurs, c'est déjà énorme, c'est la folie, c'est les bruits de bottes et les heures sombres. Mais non, on est très loin d'un début d'équilibre. Donc c'est un travail de fourmi qu'il faut mener. Et à chaque fois que l'actualité comme ça nous échappe, eh bien, c'est un petit peu d'emprise sur notre destin qui nous échappe aussi. Deux dernières questions. N'a-t-on pas tout de même intérêt à éviter l'affrontement? Là, vous chroniquez cet affrontement qui paraît inéluctable. Est-ce qu'il l'est réellement? Qu'est-ce qui nous reste comme possibilité pour l'éviter? La guerre, et qu'elle soit civile ou extérieure, permet à des peuples, à des hommes de se révéler finalement dans le meilleur de leur être, mais on sait aussi le drame que ça représente. Alors, a-t-on intérêt
à empêcher cette guerre civile, ethnique larvée, ou est-ce trop tard et il faut résolument croire qu'elle va arriver, s'y préparer? C'est-à-dire que si un conflit a lieu, en tout cas, si le conflit n'a pas lieu, c'est que ce qui a été fait, justement, permet de continuer à aggraver la situation. C'est-à-dire que si cette situation tient, c'est qu'elle est en train de pourrir, et nous avec. Donc à un moment, malheureusement, le conflit aura lieu, à moins que, avant qu'il arrive, les éléments de ce conflit, les éléments détonateurs, soient désamorcés petit à petit, par exemple en inversant l'immigration, en appliquant la loi concernant les violences aux personnes, qui n'est pas du tout appliquée à l'heure actuelle, ce genre de mesures, en cessant, si l'État cessait d'agir n'importe comment vis-à-vis de l'énergie, vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis du social et d'à peu près tout, peut-être qu'on aurait une chance d'inverser, de désamorcer en fait cette crise qui vient. Évidemment, pour la foule, pour moi-même, pour les gens en général, c'est pas une chance. Enfin, personne n'est prêt à ça. Les masses ne sont jamais prêtes à rien. Et on ne sait pas du tout comment on va réagir dans ce cas de figure. Peut-être qu'on va se révéler et qu'on sera peut-être bien plus apte qu'on ne l'imagine à faire face. Puisque souvent, on voit le loup plus grand qu'il n'est, hein, c'est la fameuse expression. Et en réalité, face à l'obstacle, on se trouve des ressources insoupçonnées et justement, la situation peut être établie. Mais moi, je ne le souhaite pas parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Donc je me dis simplement, ce serait peut-être plus malin d'arrêter l'hécatombe avant qu'elle ait lieu, plutôt que de réagir à chaud sur le tas. C'est pour ça d'ailleurs, c'est un petit peu le sens de mon travail et de mes livres, et d'alerter, de lancer l'alerte, hein, comme on dit souvent. Il y a aujourd'hui des dizaines d'auditeurs formés par l'Institut Iliade qui vous regardent sur ce grand écran installé donc dans l'amphithéâtre de la Maison de la Chimie. Est-ce que vous savez le parcours qu'ils ont suivi, parce que je sais que vous connaissez nos cycles de formation. Est-ce que vous auriez un message qui leur est dédié, eux qui ont fait cette démarche de suivre cette formation intellectuelle, mais aussi cette école de la tenue? Est-ce que vous avez un message pour eux? Je pense qu'il est très important de continuer à nourrir son esprit critique au quotidien, à remettre en cause ne pas avoir de certitudes trop faciles, à interroger ses dogmes constamment, ne pas, sous prétexte de combattre le mensonge officiel, partir dans d'autres mensonges, qui restent des mensonges même s'ils ne sont pas officiels, c'est important, et de vraiment s'armer mentalement, se dire que l'obstacle, effectivement, est grand et fait peur, mais justement, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas l'éviter, il faut rentrer dedans, il faut se dire on va l'affronter, il ne faut plus avoir peur de la confrontation, qui est encore une de nos maladies domestiques. Et c'est pour ça que la plupart des citoyens, que je qualifie d'éveillés, sont encore noyés dans la masse, parce que quand vient le repas de famille, quand viennent les sujets difficiles aux réunions entre amis ou au bureau, etc., on a encore tendance, sur les sujets dits sensibles, en tout cas qui ont été sensibilisés par les médias de masse, à retenir les coups, à prendre des positions consensuelles, et finalement à faire comme tout le monde, c'est-à-dire à mettre un genou à terre, et à refuser d'affirmer la nécessité simplement de nous faire entendre, de faire entendre notre voix, notre liberté, de nous affirmer, de nous accomplir finalement. Et si on ne fait pas ça, si on refuse cet accomplissement, on n'est carrément pas digne de cette civilisation que nous défendons. Très bien. Alors pour finir, un petit mot, on profite de vous avoir d'actualité. La Furia, Game Over, les éditions Magnus, un petit mot pour nous présenter votre actualité éditoriale. Alors, La Furia a été lancée en fin d'année dernière, sur un principe d'abonnement. On voulait avoir un certain nombre d'abonnés pour pouvoir lancer une revue. On l'a obtenu, donc il y a des individus qui sont prêts à soutenir les initiatives comme ça. Il y a une demande très forte. C'est un grand succès dans les kiosques et dans les librairies, cette revue. Un besoin d'ouvrir, de changer un peu de disque et d'avoir de l'air frais. La maison d'édition Magnus veut également répondre à cette attente. On veut nous donner les moyens d'aller chez l'habitant, de concurrencer le poids de la redevance, qui bientôt n'en sera plus une, mais qui serait les 4 milliards d'euros du service public. On n'est pas grand-chose à côté de ça, mais il faut se donner les moyens du contre-pouvoir, en fait, de la contre-offensive.
Donc les éditions Magnus auront plusieurs livres, il y aura Marceau, il y aura Papacito, moi je vais revenir à la rentrée d'octobre avec Guérilla 3, donc pareil, là on est en plein dans la thématique de l'effondrement. J'espère qu'il n'aura pas lieu d'ici là, c'est pour ça que je me dépêche d'écrire. Et donc voilà, on essaie de se dépêcher, d'agir vite, d'agir bien, de taper fort, d'être le plus crédible possible, le plus convaincant possible, puisque c'est ce qu'on fait de mieux, donc on essaie de le faire. Merci.